Bonjour à toutes et à tous, Julien Bargeton, président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. J'espère vous retrouver en forme ce matin après la soirée d'hier et la journée d'hier pour être d'attaque pour une nouvelle journée de travail dans ce musée. J'espère que vous avez eu le temps de l'apprécier hier avec les balades artistiques. C'est un musée qui accueille 400 000 visiteurs par an. Et puis, dans les moulages, il y a à peu près tous les coins de France. Dans ces magnifiques moulages que nous avons à l'échelle, toutes les régions sont représentées. Donc c'est vraiment, vous êtes chez vous. Vraiment très heureux. Donc pour cette deuxième journée, je vais être très bref. Je vais passer la parole à Philippe Mazin, de la DGALN. On a eu le 4 mars la présentation avec les équipes. Donc c'était le temps des équipes. 10 quartiers de demain, 3 équipes par quartier. Les 30 équipes ont pu se présenter, expliquer pourquoi elles avaient décidé de candidater, etc. C'était le moment du lancement. Et là maintenant, c'est votre moment, c'est la manufacture. Évidemment, c'est le moment à Paris, mais je sais qu'il dure pendant toute la durée du projet dans les territoires. C'est la Cité comme laboratoire. Je suis très heureux que la Cité se transforme en laboratoire et que vos idées puissent nous inspirer les équipes qui vont travailler sur les quartiers. D'ailleurs, j'ai parlé des moulages, mais à l'étage, dans les maquettes contemporaines, nous avons beaucoup de maquettes qui traduisent l'histoire du logement en France et de ces quartiers. J'espère que là aussi, vous aurez le temps que vous avez eu le temps de les découvrir. Donc c'est ce moment, c'est le temps de travail avec les citoyens pour proposer des changements, des transformations qui améliorent la vie quotidienne sous tous ses aspects. Donc c'est extrêmement important. Et puis nous aurons un troisième temps, et j'espère que vous pourrez revenir à Paris, à la Cité, le 2 décembre, ce sera le moment où nous inaugurons l'exposition, parce que nous allons présenter les résultats, c'est-à-dire que tous les projets, les 30 projets seront présentés à la Cité, avec une mise en avant, bien sûr, des 10 projets lauréats qui seront évidemment retenus et qui donc seront mis en avant dans l'exposition. Mais tout le monde sera là, et ça, nous y tenons beaucoup. Une grande exposition sur près de 1000 m² à la Cité, pour valoriser finalement cette transformation des quartiers de demain. Alors, je vous souhaite, d'ici cette journée, d'être très en forme, un bon travail et un travail qui soit au service d'une transformation, j'espère, qui pourra aller au-delà de 10 quartiers. C'est-à-dire ce que vous faites doit servir de modèle, doit pouvoir être répliqué, dupliqué ailleurs, pour voir si, finalement, la façon dont on a travaillé pour ces 10 quartiers, on sait très bien qu'en France, les problèmes vont au-delà des 10 quartiers. Il y a aussi des très belles solutions, des très belles innovations dans ces quartiers, des associations impliquées, mais que ce modèle qui a été retenu puisse être aussi dupliqué et qu'au moment aussi où nous inaugurons l'exposition en décembre, ce soit le moment de réfléchir à une deuxième phase pour l'avenir des quartiers en France. Voilà, bon travail à toutes et à tous, et vive l'architecture, vive le patrimoine. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer mon discours, je dois vous dire 2 choses. D'abord, déjà une petite victoire, j'ai réussi à monter des escaliers sans béquilles. C'est une des premières fois, donc je suis déjà assez content. C'est une victoire personnelle, mais je voulais vous en faire part. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est une petite confidence. Parce qu'en aparté, je discutais avec Julien Bargeton, et il a une aisance orale que je n'ai pas. Donc moi, j'arrive avec un papier, je vais essayer de m'en détacher un petit peu. Mais à chaque fois, et c'est vrai qu'il nous arrive de parler l'un après l'autre. Et voilà, je suis toujours admiratif d'abord des messages qu'il réussit à porter, et encore une fois, en se détachant du papier, parce qu'il connaît par cœur et il connaît parfaitement tous ces sujets. Ce préambule étant fait, Monsieur le Président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, cher Julien, Madame la Directrice de l'Architecture, chère Hélène, Monsieur le Directeur Général Adjoint du GIP Europe des Projets Architecturaux et Urbains, cher Julien, Mesdames et Messieurs les partenaires du programme, Mesdames et Messieurs les concepteurs, Mesdames et Messieurs les jurys citoyens. Ce qui est certain, c'est que Quartier de demain repose sur une conviction. Cette conviction, c'est que les quartiers prioritaires ne peuvent pas être, évidemment, les oubliés des transitions. Ce sont vraiment, et on le pense sincèrement, ce sont des territoires d'avant-garde. Ils sont à la croisée de tous les défis contemporains. Ces défis, c'est des défis sociaux, climatiques, économiques. Les quartiers prioritaires aujourd'hui, et réellement sur tout le territoire, sont des quartiers d'innovation, d'expérimentation.
Et à travers Quartiers de demain, on invente de nouvelles façons d'habiter et aussi de vivre ensemble. Depuis 6 mois, Julien l'a dit, 30 équipes internationales de concepteurs, d'architectes, d'urbanisme, de paysagistes travaillent sur les 10 sites dans toute la France. Ils s'immergent dans les quartiers, ils arpentent, les écoutent, les observent. Ce dialogue sur les 10 quartiers de manière simultanée, c'est une expérience là aussi tout à fait inédite. Ce sont de nouveaux dialogues qui sont créés à travers cette démarche avec les habitants, avec les associations, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les élus. Ça veut dire que cette expérience, c'est avant tout une aventure collective. Et j'insiste sur l'aspect collectif de cette aventure. Avec en particulier vous, habitantes, habitants, qui formez les jurys citoyens. Vous êtes 200 aujourd'hui réunis à Paris, et vous êtes venus de Caen, de Coulommiers, de Corbeil, de Colmar, du Mans, de Lodève, de Manosque, de Marseille, de Pessac et de Sedan. Et vous constituez vraiment le cœur battant de cette démarche. Non pas comme témoins, sinon ça n'aurait pas vraiment grand intérêt. Vous n'êtes pas des témoins, vous êtes des acteurs de cette transition, encore une fois, qui est à la croisée des chemins. Et vous êtes les moteurs du changement. Vous connaissez bien sûr les quartiers mieux que quiconque, vous y vivez, vous y travaillez, vous y élevez vos enfants, et vous les incarnez, et vous les faites vivre. Et aujourd'hui, vous contribuez à les transformer. Vraiment, je tenais à vous remercier chaleureusement de cet engagement au quotidien sur cette consultation internationale d'architecture, d'urbanisme et de paysage. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de cette démarche ? On essaie d'imaginer ensemble les territoires de demain, ce que seront nos logements, nos écoles, nos rues, nos espaces publics, nos lieux d'activité et de rencontre, notre relation à la nature, mais également, à travers cette démarche, Quartiers de demain, une nouvelle manière d'aménager. C'est quoi cette nouvelle manière d'aménager, cette approche globale de cette manière d'aménager ? C'est des logements qui s'adaptent et qui évoluent aux âges de la vie, pour les étudiants, les jeunes qui s'installent, les familles qui s'agrandissent ou se recomposent, les personnes âgées qui souhaitent rester dans leur quartier. C'est des logements de qualité, confortables, pour penser à l'adaptation du climat qui change, avec des matériaux sobres, biosourcés, géosourcés, pour lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur et réduire les vulnérabilités. C'est aussi des quartiers où l'on renoue avec le vivant, où la nature devient réellement un vecteur du lien social, où l'on réintroduit la biodiversité, où l'on place au cœur de la gestion de l'eau les cycles écologiques. C'est des quartiers de culture, d'activité, d'architecture, d'apprentissage, où chacun peut s'épanouir, accéder, c'est un grand mot, mais moi j'y crois, accéder au beau aussi, dans ces quartiers, recevoir, transmettre et partager. C'est aussi des quartiers où émergent de nouvelles formes de créativité, où s'expriment des énergies collectives portées par les associations, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et aussi avec la jeunesse. Et c'est des quartiers qui valorisent l'existant, le déjà là, les lieux, les savoir-faire, les liens, des quartiers où tout s'imagine à partir du réel. Cette manufacture que nous ouvrons aujourd'hui, après la tenue des 10 résidences qui sont des manufactures locales, c'est un moment charnière. C'est le grand atelier collectif, un temps d'intelligence partagée. On insiste beaucoup là-dessus, j'ai discuté avec les organisateurs, et on insiste beaucoup sur cette expérience partagée aujourd'hui. Il faut qu'on partage, il faut qu'on fasse vivre ensemble, parce que l'idée est de porter à l'échelle, c'est de grandir ensemble. Et donc, vraiment, je vous invite à oublier peut-être les timidités, les réserves, pour vraiment partager tout au long de cette journée. Vous allez croiser vos expériences, vos exigences, vos attentes avec les propositions des concepteurs. Et c'est au-delà probablement d'un dialogue. C'est un va-et-vient permanent entre les observations et le vécu, entre les intuitions et les usages pour tester, affiner, ajuster, imaginer les nouveaux modes de faire. Le contraire de cette démarche, ce serait d'essayer d'imaginer des images qui seraient figées. Ce sont des récits qui restent ouverts. Il ne faut pas qu'on ferme les portes. C'est le contraire d'un travail de juge d'instruction. On ne ferme pas les portes. Il faut qu'on reste dans le réel et qu'on soit capable de s'adapter. C'est aussi des imaginaires qui sont pluriels. Il n'y a pas une unicité du récit dans ce que l'on fait. Et c'est des futurs qui sont, là aussi, je l'ai déjà dit, mais qui sont ancrés dans les territoires. On part du réel. Il faut que ces récits, qu'on le bâtit aujourd'hui, demain et hier, il faut qu'ils soient ancrés dans le réel. Et ça, jour après jour, évidemment.
Je voudrais, là aussi, on le dit souvent, mais je crois que c'est vraiment la base de tout, saluer l'engagement au quotidien des collectivités, des élus, aussi des services de l'État, je le dis, des associations, à chaque étape de ce dialogue compétitif. Et puis je voudrais évidemment remercier enfin tous les partenaires du programme, le GIP Europe des projets architecturaux et urbains, la Cité de l'architecture et du patrimoine, qui est, je le dis souvent, qui est une caisse de résonance, un lieu de débat et de dialogue, qui fait vivre cette consultation internationale et l'ancre dans le temps long. Remercier aussi, je voudrais l'ANCT, l'ANRU, la Banque des Territoires et l'ensemble des ministères mobilisés pour concourir à la réussite de ce programme. Et j'en suis certain, c'est pas j'en suis certain, c'est que je le sais, cette démarche est saluée en ce moment même à l'occasion du comité interministériel des villes qui se déroule donc en ce moment à Montpellier. Et puis enfin, évidemment, vous remercier, mesdames et messieurs les jurys citoyens, pour votre présence et votre mobilisation. Je sais qu'elle est quotidienne, car c'est avec vous que Quartier de demain prend tout son sens. Aujourd'hui, ce sont 10 projets démonstrateurs, laboratoires, pionniers qui vont être réalisés. Ce sont encore une fois 10 histoires qui sont en train d'être écrites. Mais c'est aussi un chemin qu'on ouvre ensemble parce qu'on garde ouvert le champ des possibles et on va essayer de les faire grandir et de les porter à la maille de l'ensemble de notre pays. Merci beaucoup et bons travaux pour toute cette journée. Et j'ai un deuxième défi, c'est descendre les escaliers sans béquilles maintenant. Voilà. Alors, je ne suis pas Hélène Fernandez, pour ceux qui me connaissent. Donc, Magali Pinon-Lecomte, sous-directrice de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie. Je remplace au pied levé Hélène Fernandez, qui a eu un empêchement vraiment de dernière minute. Et alors, je sais pas, c'est une dégradation. Je sais pas si on peut voir là, depuis Julien, après toi, Philippe, avec un discours quand même bien construit. Donc, moi, ça va être un peu spectacle de rue d'hier. C'est l'improvisation totale. Mais par contre, enfin, improvisation, mais quand même, je sais à quel point. Bonjour à toutes et tous. Ravie d'être ici et de remplacer Hélène, hein, finalement, parce que comme ça, je vais pouvoir. Non, mais oui, ça, je vais pouvoir dire ce que je veux dire par rapport à ce programme formidable. Très contente d'être ici. Et très impressionnée, en fait, par l'engouement que ce programme génère et pour être tout à fait sincère, étonnée parce qu'en fait moi je m'attendais pas en fait à un tel engouement et notamment auprès de ma ministre Rachida Dati qui cite ce programme très souvent comme effectivement un programme prometteur en termes d'enseignement autour notamment de la politique de l'architecture. Je suis bien placée aujourd'hui en tant que sous-directrice de l'architecture pour vous dire à quel point ces programmes sont importants pour le ministère de la Culture et notamment pour le service d'Hélène Fernandez, le service de l'architecture, en termes de reconnaissance de la place des concepteurs dans la politique de la ville, sur les territoires. Et bon, après, je ne vais pas paraphraser tout ce qu'a dit très bien et mieux que moi Philippe, puisqu'il avait un discours construit, ce que je n'ai pas. Mais en tout cas, très très heureuse d'être ici et dans une démarche aussi interministérielle, ça il faut quand même le souligner, grâce à l'excellent travail du GIP Europe des projets architecturaux et urbains. Donc merci Céline pour ta mobilisation sans faille et ton énergie folle dans ce programme. On attend. Alors il y a aussi à la fois il y a le fond et je voudrais quand même souligner la forme sur un dispositif qui nous aide à fabriquer les politiques publiques autrement. Tu l'as dit, Philippe, à l'instant, hein, c'est un processus en fait qui est assez inédit, même s'il y a eu, évidemment, on est dans un continuum et il y a eu des choses qui se sont faites, notamment dans les quartiers de la politique de la ville, qui sont quand même, comme on le dit, depuis tout le temps des laboratoires de politique publique. Et ça, c'est quand même une exception un peu française qu'il faut souligner. On est regardé, effectivement, à l'international de façon intéressée sur ce programme. Je pense que le fait d'avoir eu une consultation internationale a fait qu'on a ouvert aussi les fenêtres sur ce programme et qu'on nous regarde et on sera attentif, je pense, aussi en dehors du territoire français sur les enseignements de ce programme.
Qu'est-ce que je voulais dire, puisque voilà, j'en profite. Voilà. Et donc oui, le dispositif est important. Et puis je vois aussi s'incarner une idée de Julien et de Marie pour la CAPA, qui est de constituer ici une ruche autour des questions de la pensée architecturale et urbaine. Et ça, c'est aussi très prometteur. Et ça me remplit de joie. Voilà. Donc, merci à tous de participer à cette aventure, comme le disait Philippe, et à faire le chemin avec nous, tous ensemble. Merci. Merci à tous les trois. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour commencer la matinée, on va lancer un petit film qui revient sur les résidences de quartier. Alors, vous l'avez, pour la plupart d'entre vous, vécu en février-mars, je crois, au tout début de Quartier de demain. C'était la première immersion des 30 équipes de concepteurs dans les quartiers. Là, c'est un film qui revient sur Marseille, sur Le Mans et sur l'Odève. C'était des moments assez forts. Hein. Je m'en souviens que ceux dans les concepteurs ont dormi dans la tour sur laquelle ils vont travailler, à Coulommiers. Ils ont passé 2 jours dans l'école, à la cantine, dans les salles de classe avec tout le personnel éducatif. Voilà. Donc on revient sur cette expérience avec ce petit film et on enchaîne tout de suite après avec Camille Jusat et 10 jurys citoyens qui vont nous raconter leur quartier. Merci à toutes et à tous. On va faire un bon projet. Il faut s'imprégner des gens d'ici. Oui, et de votre vision du quartier. Ouais. On fait le quartier pour vous. Exactement. Si je comprends bien, là je prends connaissance, c'est cette partie qui est concernée. Vous voyez là, il y a 2 jours de travail et il commence par les habitants. Parce que c'est vous qui habitez ici et c'est vous qui êtes au cœur de la vie du quartier. L'objectif de ces 2 jours de résidence, c'est bien une résidence d'immersion qui permet aux équipes lauréates de commencer à éprouver ce territoire. On va traverser à la Marseillaise, mais bon, là c'est la route hein, quand même. Au niveau du passage piéton, la sécurité de la route, c'est très compliqué. Sachant qu'il y a l'école qui est juste à côté, donc on a plein d'habitants qui viennent du petit séminaire, des Ruches, du Grand Verger, etc. et de la rue de la Morelle de manière générale. Mais quand ils arrivent ici, c'est compliqué, surtout s'ils ont des poussettes, des enfants, il y a quelque chose qui cloche. Si, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Est-ce qu'il y a du passage? Pas grand-chose. Non, hein? Les retours que j'ai des habitants, c'est que ça pourrait être un lieu sympa s'il était mieux agencé. Est-ce que, quand on parle de besoins des habitants, est-ce qu'on parle des résidences qui s'agrègent vraiment à cette filée verte? Est-ce qu'on raisonne à une échelle un peu plus élargie? Un lieu de rencontre. Parce que ici, c'était un lieu où personne ne voulait être. Et en fait, l'idée, c'est de déconstruire ce truc-là en créant un lieu vraiment où les gens se disent c'est un lieu sécurisé, il fait bon vivre, je vais y rencontrer de nouvelles personnes et ça va créer aussi un lien entre les voisins. Là, il y a tout un tas de gens qui sont venus pour venir échanger avec vous, discuter avec vous, pour mieux comprendre pourquoi vous aimez votre quartier ou pourquoi peut-être parfois il y a des choses que vous aimez moins dans votre quartier. Parce que eux, ils vont travailler sur le quartier là, notamment pour le rendre plus beau. Ah, toi tu veux un stade? Ouais, on va parler après de ce que vous aimeriez. Tu veux quoi, un city? Non, un stade. Un stade de quoi? Pour faire quoi comme sport? Le foot. Ah, le foot quoi. Tu veux que je te porte? Oui. Ouais. Et les enfants, vous en pensez quoi d'ici là? Genre ouais. Vous trouvez ça comment? Faire un basic fit. Tu fais un basic fit? Si demain on vous dit ici c'est un endroit pour jouer, vous vous dites ouais, bof. On arrive, S'il y a des balançoires, des toboggans, vous venez? Ouais. Tu vas envoyer au YouTube?
va longer en fait la Sous-Londres jusqu'à la Confluence et puis on va arriver au jardin partagé. Juste pour vous expliquer que là on est sur un tronçon très dynamique de la Sous-Londres sur lequel en 2015 il y a eu une crue majeure. Et en fait on a fait tout un travail de reconstruction de la berge qui est plus trop visible aujourd'hui. Les zones que vous voyez ont 10 ans en fait, ils ont été repontés en 2016, ce qui a permis de stabiliser la berge. Et aujourd'hui vous voyez que la ripisylve s'est reconstituée très rapidement. Ça c'est un endroit qui est très très apprécié des Lodévois. À cet endroit-là, comme à d'autres, même si on n'a que des petits trous d'eau, on a souvent des gamins qui viennent plonger. Et ça rappelle aussi que voilà, c'est très attendu à l'Odève, le côté récréatif de la rivière. Alors après, évidemment, sur les traversées de ville, on lie ça un petit peu aux usages. Donc c'est tout l'objet en fait du projet Quartier de demain, hein, c'est de laisser des espaces pour la biodiversité, avoir des espaces de définition pour les différents usages humains, mais que tout ça soit harmonieux. Le jardin des berges, en fait, il est constitué de 48 parcelles individuelles. Et les personnes qui jardinent sur ces parcelles familiales, elles sont toutes habitantes de l'Odève. Une très grande majorité, en fait, de ces personnes vivent vraiment au centre-ville et dans le quartier prioritaire de la ville. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on parle d'inondation ou de pluie, le mauvais temps dans la région? Ce sont les rivières qui permettent l'évacuation des eaux. C'est le mauvais temps qui est cause des dégâts. Je termine juste sur le fait qu'on parle de la pluie, de l'inondation, mais c'est aussi rappeler le pendant qui est la sécheresse et le fait qu'on a aussi besoin de drainer cette eau pour alimenter les arbres, pour alimenter la nature. Vous pouvez voir en fait ce qu'on appelait la barre commerciale en fait principale derrière. Donc là ici vous avez une dizaine de commerces. Cette barre-là a vocation à être déconstruite en 2026 et ça va permettre une première réouverture sur la partie nord du quartier. La place des Sablons, la place de la maison du projet, enfin elle a plusieurs noms. En tout cas c'est un endroit qui cristallise pas mal de soucis du quartier, notamment toutes les questions liées au sentiment d'insécurité, au déficit d'usage des espaces publics. Ici, c'est un espace qui génère beaucoup ce sentiment d'insécurité. Il est très encastré, il est au dos du commerce. C'est un passage étroit. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'on est parti quand même d'un sentiment d'insécurité très préoccupant et on a tous réfléchi sur un diagnostic qui pouvait améliorer la vie des habitants. Je pense que vous n'avez pas enjolivé la situation. C'est vrai qu'on a vu des espaces fermés. Vous avez parlé de sécurité, là on parle de sécurité, on voit quand même certaines traces de balles. Je pense que c'est un point qu'on doit quand même discuter de façon ouverte. C'est un peu sérieux aussi. Et je me trouve en tant qu'élu. Moi j'aime mon quartier. Non mais il faut le dire, on relève toujours le négatif, mais il y a du positif. Hein. Oui, non, faut le dire. Qu'est-ce que vous aimez alors? Déjà toute cette mixité-là, on cohabite bien. C'est pas tout rose non plus, faut pas se leurrer, mais franchement, comme je dis toujours, c'est quand même pas Chicago. Hein. On va être dans des phases où il va y avoir des discussions. Donc c'est pas un concours classique où vous arrivez avec votre projet et puis on dit ah ils n'ont rien compris, ils n'ont pas fait. Non, on va être dans un truc où vous allez nous expliquer ce que vous voulez faire. Je trouve ça formidable, donc vraiment pour tout ça je vous remercie et je vous souhaite un bon séjour au Mans, plein de bons séjours au Mans et surtout faites travailler vos ménages et faites-nous des beaux projets. Merci. Bonjour. On a tout le monde. Je suis donc Camille Jusa. Je documente cette année pour le Quartier de demain la consultation à travers une série de podcasts que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes.
Donc vous le savez, Quartier de Demain a mis au cœur de sa consultation le principe de co-construction. C'est très émouvant de voir ce petit film parce que moi je n'ai assisté qu'à une seule résidence à Pessac et on voit à quel point les concepteurs ont besoin de vous. C'est assez inhabituel de vous mettre, vous, habitants, citoyens, si tôt dans les travaux. Et on avait envie ce matin de vous écouter sur ce que vous apporte cette consultation, ce que vous avez peut-être appris des concepteurs, mais surtout ce que vous avez pu apprendre aux concepteurs et ce que vous pensez de ce principe de co-construction. Alors on s'est amusé un petit peu, on s'est dit que c'était intéressant que vous apportiez chacun un objet qui représente votre rapport au quartier ou le quartier. Et on va commencer, je vais juste présenter nos jurés. Irène Péquet, vous êtes de la Grâce de Dieu à Caen. Mona Demure, vous êtes de l'Odève. Mireille No, vous êtes de Sedan. On ne s'est pas encore rencontrés, mais vous êtes des Tarterets. D'accord, donc Virginie n'est pas là. Virginie est là. Vous venez. D'accord. Enchantée. Sébastien Simler est de Colmar. Nathalie Pelage est de Coulommiers. Mohamed Mogdanamov, vous êtes des Sablons. Mathilde, vous êtes de Manosque. Et Cyril, vous êtes de Pessac. Et on va commencer avec vous, Irène. Vous prenez un micro. Et vous nous avez apporté une photo, voilà. Je voudrais que vous nous commentiez cette photo de la Grâce de Dieu, qui date de 1982, pas de 1960. Alors cette photo-là, derrière vous voyez que c'est l'immeuble Paul Langevin, et cette photo-là, c'est dans les années 82. C'était des petits baraquements de l'après-guerre. Moi, j'ai commencé à habiter en 83, donc je les ai connus. C'était des personnes âgées qui étaient encore dedans. Moi, j'habitais dans l'immeuble juste derrière, et ils les ont détruits pour reconstruire des immeubles. C'est les baraquements d'après-guerre, en fait. Hein. Oui, c'est de l'après-guerre. Oui. C'est assez émouvant parce qu'on se rend compte que le grand immeuble derrière, il est construit justement pour que ça n'existe plus. C'est ça. Et à la place, ils ont reconstruit des nouveaux immeubles. Et maintenant, ils ont construit des nouveaux immeubles. Bon. La place Boisière existe toujours. Okay. Ils l'ont laissé au même nom. Vous m'avez dit quand vous êtes arrivé là en 82, c'était extraordinaire d'arriver dans ce quartier. Parce que moi, ces petits baraquements-là, j'ai vécu comme j'étais petite. Donc, d'en revoir sur un quartier quand même comme ça, c'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Et à l'époque, ce quartier, c'est le confort, la modernité. Il y avait le confort d'avoir un appartement, de tout. Et les gens qui étaient dedans, ils ont pu habiter dans ces appartements-là pour pouvoir laisser les maisons. Le quartier, il a été profondément modifié. Oui. On a abattu à peu près, il y a eu qui a été défait, au moins une dizaine de logements. De bars. De bars. Il y en a eu, oui, 2 bars. Il y a eu la Périne, le grand, le petit, les 2 petits qui ont été détruits. Il y a eu, là, dernièrement, il y a eu la Vigerie. Il y a eu rue Sainte-Cécile. Le petit Étavaux, qui a eu aussi, Petit Colin. Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur le quartier, ces destructions et qu'est-ce qui change avec cette consultation-là ? Cette consultation-là, elle est intéressante parce que les habitants, ils peuvent participer. Bon, on ne va pas dire que ça va être fait n'importe comment, ils participent. Et c'est ce qu'il faut parce que de voir les logements qui ont été abattus, que maintenant c'est du privé, il n'y a pas eu de langage avec les habitants qui sont là depuis 40 ans. Que là, il y a des personnes qui peuvent être là, présentes, de dire moi je veux faire ça, de savoir que celui-là il ne va pas être abattu, qu'il va être rénové, c'est ce qu'on veut. Vous m'avez dit aussi que en fait vous êtes rendu compte en discutant avec les architectes qu'en fait ils étaient d'une grande qualité ces logements et qu'on pouvait les transformer. Oui, c'est ce qu'on a dit parce que voilà, bon, c'est sûr que ça ne peut pas être la même chose. Là, c'est des T3 ou des T4, si je ne me trompe pas. Et voilà, ils vont être un peu plus petits. Mais c'est un peu dommage aussi parce qu'il y a des personnes qui habitent depuis des années dedans qui sachent qu'ils ne vont pas pouvoir y retourner. Ça les embête. Parce qu'eux, ils veulent rester dans cette barre-là, ils veulent rester sur le quartier. Mais voilà, de savoir qu'ils ne peuvent pas réhabiter dedans, c'est ce qui est un peu embêtant pour eux.
Parce que la barre, elle n'est pas encore complètement vidée. Non, il reste encore des logements dedans. Ok. Je fais tourner un tout petit peu la parole. Virginie, vous êtes de Corbeil-Essonnes, quartier des Tarterets. Vous allez discuter tous les deux. Qu'est-ce que vous m'avez apporté comme photo ? Alors moi, je vous ai apporté la photo de ma voiture. Elle n'est pas à vendre. Pardon ? Elle n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre. Pourquoi ? Parce que moi, je suis habitante de Corbeil-Essonnes depuis 30 ans. Depuis 10 ans, j'habite pas très loin des Tarterets. Mais pendant 20 ans, j'ai évité les Tarterets. Et pourquoi ma voiture ? Parce que le seul moment où je pouvais passer dans les Tarterets, c'est quand il y avait trop de bouchons sur la N7 et que je devais rejoindre la rive droite et que c'était un chemin de traverse. Voilà, c'est juste pour expliquer mon rapport aux Tarterets qui ne va pas du tout être le même que celui de Fayad. Voilà, c'est un quartier que j'ai évité et pourtant qui est emblématique de la ville de Corbeil-Essonnes. Donc là, je suis heureuse par ce concours de participer en tant qu'habitante de la ville qui vit pas très loin des Tarterets et en fait de découvrir ce quartier. Qui est très différent de ce que vous imaginiez ? Alors oui, mais je pense qu'il a aussi beaucoup changé. Effectivement, oui. Quand on évite un quartier, on ne le connaît pas. Là, pour le coup, ça m'a permis de le découvrir, de découvrir les habitants aussi, parce que ce concours permet à des gens qui ne se seraient jamais croisés, parler. On est une grande ville, on est plus de 55 000 habitants. Ça nous permet d'échanger et puis ça c'est super et de découvrir l'affect de chacun à son quartier, à sa ville et aux représentations qu'ils ont. Représentation. Ouais. Vous m'avez dit quand vous avez fait la balade urbaine avec donc pendant les résidences, c'est vous un peu qui avez mené, je crois, à la balade. Du coup vous allez nous raconter, mais vous étiez très surprise des souvenirs. Oui. Et quand on a fait la balade urbaine, moi j'étais ravie de découvrir le quartier, mais qui a énormément changé. Qui a été très détruit, un peu. Qui a été très détruit. Et Fayad, qui a grandi dans le quartier, en fait, ce qui m'a étonnée, c'est que il portait un discours de lui, sa vision du quartier, comment on y vit. Il y a eu beaucoup de mots autour du partage, de la convivialité, de la solidarité qui ont été exprimés. Mais moi, c'était pas ma vision du quartier, donc c'était bien de l'entendre. Vous imaginiez la police, les descentes. Ouais, voilà, j'imaginais plutôt ça. Le quartier pas très calme, en tout cas. Donc c'était un autre regard. Et ce qui m'étonnait, c'est de sa jeunesse, où je pense qu'il il répétait tout ce qui s'était passé depuis 50, 40 ans qu'il n'a pas forcément vécu, mais on a quand même rencontré dans le quartier quelqu'un qui nous a tenu les mêmes propos et qui était plus vieux, pour le coup. Donc c'était ça qui était intéressant. Vous prenez un micro. Qu'est-ce que c'était de faire cette balade dans les Tarterets avec tous ces architectes autour de vous, qui peut-être n'étaient jamais rentrés dans les Tarterets non plus ? Honnêtement, ça m'a permis de pouvoir raconter un peu les contes que nos pères et nos grands-pères nous racontaient du quartier, parce que j'ai que 18 ans, donc du coup j'ai pas vraiment vécu beaucoup de choses dans le quartier. J'ai vécu la fin des destructions des tours, mais donc du coup, en fait, on nous a demandé de raconter ce que c'était les Tarterets. Mais les Tarterets est une histoire riche depuis beaucoup de temps, en vrai. Et donc du coup, je voulais le raconter parce que je pense que c'était important. Parce que les gens ne le voient que par rapport aux médias, le prisme des médias, donc les émeutes, les violences policières et autres, et même les violences des jeunes. Et donc du coup, je voulais montrer qu'en fait, ce quartier, il était quand même beau. Même si on y vit dedans et qu'on a l'impression qu'on est beaucoup excentré de la ville et qu'on est excentré de tout et qu'on ne sort jamais de notre quartier, en fait, il y a de la vie, il y a de la solidarité et il y a plein d'histoires qui méritent d'être racontées à travers les tours. Est-ce qu'inversement, il y a le regard des architectes, des urbanistes, des paysagistes,
vous a apporté quelque chose? Enfin, ils vous ont montré des choses que vous ne voyiez pas? Oui, parce que certes, nous, on nous raconte des choses, mais je connaissais l'histoire du quartier des 50 dernières années. Et en fait, les architectes ont ramené carrément des archives des années 1600, 1700, même plus anciens. Et en fait, on découvre notre quartier au moment de la construction. Et c'était grave intéressant parce que, du coup, je me suis refait encore une balade, juste après. Et je me suis dit, ok, donc en fait, ici, il n'y avait pas de tour. Avant, en fait, c'était un verger. Et donc, du coup, on s'imagine encore plus la vie avant nos pères, nos grands-pères et autres. Et on se rend compte encore plus de la richesse des quartiers en général. On nous a affiché la photo de Marseille, mais je crois que notre juré marseillais n'est pas là. Il arrive. Mathilde, du coup, on reviendra sur Marseille. Mathilde, à Manosque, vous nous avez apporté quoi, vous? Un jeu de cartes. J'ai amené un jeu de cartes parce que sur le quartier, on a une ludothèque et que j'ai trouvé que c'était intéressant d'amener un jeu. Je voulais amener quelque chose de sportif parce qu'on a plusieurs sports dans le quartier de la Ponsonne. On a un grand terrain de foot, donc au début j'ai pensé à un ballon de foot, mais en même temps il sert aussi de stade d'athlétisme. On a aussi des cours de tennis, un club d'archer, donc en fait je me suis dit que c'était pas suffisamment représentatif de choisir un seul sport. J'ai pensé qu'un jeu de cartes était rassembleur, que c'est vraiment quelque chose qui va rassembler les gens, les générations, les cultures, parce qu'on a aussi différentes cultures à Manosque et dans le quartier de la Ponsonne. Il y a des Indiens, j'ai appris en travaillant dans le projet de quartier de demain qu'il y a une forte population indienne à Manosque et qu'il y en a certains qui viennent le dimanche sur un des stades qui est clôturé mais qui est ouvert au public, s'entraîner pour faire du cricket. Et donc, c'est drôle de voir comment toutes les générations, toutes les ethnies peuvent aussi s'approprier ce quartier en l'utilisant de différentes façons. Et je trouvais que le jeu de cartes, c'était ce qui allait un peu le mieux incarner ce que devait devenir ce quartier, ce qu'il était et ce qu'il devait devenir, de créer du lien. C'est un quartier qui est finalement assez central dans la ville par sa position. C'est un quartier par lequel on passe assez souvent, en voiture ou à pied. C'est vraiment un quartier de cheminement. Et c'est un quartier qui, pour moi, doit être au milieu de tous les autres quartiers et doit fédérer pour être un peu un cœur de ville. Vous m'avez dit aussi que vous aviez beaucoup travaillé, réfléchi avec les architectes, les concepteurs, à toute la question, parce que peut-être on peut raconter, donc c'est une sorte de grande centralité, mais un peu informe. Il y a des bouts de parking, il y a un peu d'espace vert, il y a un petit ruisseau au milieu, un riou. Et que vous aviez beaucoup réfléchi à la question de la place des femmes dans ces espaces très informes et de l'action de la sécurité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ne viennent pas faire de sport-là parce que c'est trop dangereux. Alors, on n'a plus d'équipe féminine parce que, pour le foot en tout cas, parce que les équipements ne le permettent pas forcément. Après, on a beaucoup de femmes qui vont s'entraîner en athlée, c'est majoritairement des femmes. Donc on a quand même un public féminin qui vient, qui accède dans les clubs sportifs. Après, c'est vrai qu'on en parlait encore hier soir, pour tout ce qui est cheminement, la nuit, c'est pas forcément bien éclairé, donc c'est pas forcément des lieux qui sont rassurants. On va avoir beaucoup de coins sombres et donc voilà des moments où on aura moins l'envie de s'y balader. Vous avez réfléchi à ça avec les concepteurs ? Oui. Ça avance ? Oui. On ne pourra pas en dire plus pour les questions de confidentialité. Mohamed, vous nous avez apporté un minuscule objet, encore plus petit qu'un jeu de cartes. Oui, j'ai rapporté un processeur et c'est pour faire une parallèle avec un lieu, en fait, la maison des projets. Donc, on voit derrière. Ouais, c'est ça, on le voit derrière. Il faut savoir que la maison des projets, pour que ce soit le quartier de demain ou même pour l'ensemble du quartier, c'est un lieu très important parce qu'en fait,
c'est là-bas qu'entre guillemets se déroulent les rendez-vous, les réunions, etc., les discussions, les échanges avec tous les habitants du quartier et toutes les personnes qui interviennent par rapport à la rénovation urbaine qu'il y a sur le quartier. Donc là, en l'occurrence, pour Quartier Demain, c'est un bâtiment qui est concerné, mais il y a plusieurs bâtiments, plusieurs endroits. C'est toute une rénovation, un grand projet pour le quartier des Sablons. Et cet endroit, en fait, la maison des projets, de base, elle s'appelait la maison du projet parce que c'était pour le projet de rénovation. Mais au final, le nom plus adapté, c'était la maison des projets parce qu'en fait, en dehors du projet, il y a également en fait une partie, que ce soit avec la mission locale ou des organismes pour les gens un peu plus âgés, d'accompagnement et d'échange avec les personnes qui ont des projets entrepreneuriaux, ce qui est mon cas en fait. J'ai découvert cet endroit après avoir parlé à la mission locale de mon projet entrepreneurial. Et en fait, j'avais vu l'inauguration, tout ça et tout, depuis ma fenêtre, parce que je vois la place depuis chez moi. Mais j'y avais jamais prêté attention, j'étais jamais parti voir le lieu, etc. Et c'est un peu le cas quand même pour beaucoup, surtout des jeunes qui ont vu ces travaux, ces rénovations, cette maison des projets être créée. Enfin, le bâtiment existait déjà, mais il a été, entre guillemets, rénové pour que ça devienne la maison des projets. Mais moi, c'est grâce à la mission locale du coup que j'ai découvert ça. Et petit à petit, j'ai entendu parler des projets de rénovation, etc. Et tout, et j'ai participé du coup en tant que juriste citoyen. Et c'est devenu, entre guillemets, mon lieu d'attache dans le quartier, parce que beaucoup de personnes dans mon quartier chacun avait son endroit un peu favori, où il était attaché, il avait un sentiment fort et tout. Ça pouvait être un parc, ça pouvait être un complexe sportif, ça pouvait être des espaces jeunesse, des centres sociaux, etc. Mais moi, j'avais pas vraiment d'attache, entre guillemets. Et jusqu'à très récemment, donc du coup, c'était en février 2023, avec la maison des projets. Et c'est vrai que c'est un peu étrange parce que on le voyait dans le reportage tout à l'heure, mais tout ce qui est autour de la maison des projets, c'est un peu les coins où on dit il y a de l'insécurité, etc. et tout. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a une bulle qui s'est créée autour de la maison des projets. Et en fait, tous ceux qui s'y rendent, qui viennent, qui circulent, etc., ne ressentent pas forcément sur le chemin, en tout cas, cette insécurité. On la voit de loin forcément, mais en fait, on voit que c'est plus une sensation, enfin, je sais pas comment dire, une atmosphère, mais au final, comme disait la personne dans le reportage, c'est pas non plus Chicago, quoi. Donc, c'est pas non plus Chicago. Ouais, c'est ça, c'est que moi, ça fait 20 ans que je vis dans ce quartier. Je suis arrivé en France et directement, je me suis installé dans ce quartier-là. Et avant, très récemment, j'avais même pas écho de... pendant très longtemps, je ne savais même pas ce que c'était qu'un quartier prioritaire, un quartier populaire. Je ne savais pas que, en fait, mon quartier, c'était un quartier dangereux, etc. Parce que moi, je ne le ressentais pas quand j'étais petit. Et apparemment, c'est quand même le cas. Mais le truc, c'est que en tant que résident, on n'est pas forcément concerné. C'est plus on va dire ceux qui sont dans cette insécurité-là. Je vois tous acquiescer, là. Mais voilà, franchement, cet endroit, c'est un chouette endroit. J'y vais encore très régulièrement. J'y étais encore avant-hier. C'est là que je fais aussi mes rendez-vous avec mes clients, etc. Et je suis très content qu'il y ait eu cet endroit. Et vous disiez aussi qu'en fait, c'est quelque chose que vous avez dit aux équipes, qu'il fallait dans l'immeuble, ou en tout cas qu'il fallait qu'il reste un espace comme ça, commun, dans ce qu'ils vont produire, dans le projet qu'ils vont réaliser. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, dans le projet, au final, le bâtiment va être détruit malheureusement, mais c'est pour ça que j'ai proposé que c'était important de le relocaliser dans soit le nouveau bâtiment, et ce serait idéal, je pense, d'avoir un espace comme ça et ne pas, entre guillemets, après la destruction, n'avoir aucun lieu où se retrouver. Où se retrouver, c'est ça. Voilà, le message est envoyé, mais je pense qu'il était déjà. Nathalie, vous nous avez apporté une photo. Oui,
S'il y en a qui ne savent pas où je suis la petite fille avec le nœud vert. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Alors, c'est ma grande section de maternelle. Et c'était Voilà, l'année c'était, dernière, voilà. absolument. Et pourquoi vous nous avez apporté cette photo? Parce que le projet de Quartier de demain, pour nous, c'est un pôle éducatif qui va regrouper 2 écoles, donc l'école Jean de La Fontaine et l'école Jean de Brie, ainsi que une crèche, ALSH, restauration et tout. Et cette photo, elle a été prise dans cette école, dans une des 2 écoles. Dans une des 2 écoles, voilà. Il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Vous avez grandi dans ce quartier. Exactement. Et vous avez décidé d'y rester, d'y vivre. Exactement. Vos enfants sont allés dans cette école. Voilà. Et vous m'avez dit, c'est un quartier qui demande qu'une seule chose, c'est d'exister et d'être activé, parce qu'on a tout, mais personne ne s'en rend compte. Voilà. Les habitants ont des choses à dire, les habitants ont des choses à vouloir faire. Et grâce au quartier de demain, déjà, ils sont entendus. Ils sont écoutés, déjà aussi, parce que généralement, quand on fait des projets, les habitants, c'est soit les derniers au courant, soit ils ne sont pas du tout au courant. Donc là, c'est la bonne idée de pouvoir dire, voilà, on a des choses, on a du potentiel, on a des gens qui ont envie de faire des choses, et il faut venir. Vous m'avez dit aussi que vous étiez assez bluffé par les premières intentions. Oui. Et que vous n'aviez jamais réfléchi à comment ça pouvait être une école. En fait, grâce au dernier rendez-vous, on nous a donné des idées, que je dirais pas. Mais en fait, quand on visite un quartier ou une région, c'est pas l'école qu'on va voir en premier. Enfin, moi personnellement, peut-être d'autres. Mais quelques-uns ici, peut-être. Voilà. Mais en fait, on se dit, c'est peut-être pas mal ça. On peut faire ça. Donc c'est sympa. Ça ouvre un peu l'imaginaire. Voilà. Cyril, vous habitez à Pessac, dans le quartier de Sèche-Format-Noir, et vous nous avez apporté une vidéo, voilà. Oui, que j'ai faite rapidement pour montrer un petit extrait de mon quotidien. On y va. Merci beaucoup. On raconte beaucoup de choses en 1 minute. Les poubelles, les rodéos, les boîtes aux lettres défoncées, mais aussi ce quartier ultra vert et ces vues magnifiques, cette architecture assez emblématique. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Moi, j'ai trouvé du réconfort dans la rencontre avec les équipes de concepteurs. Tout à fait. Ce quartier de Sèche-Format-Noir fait l'objet d'un plan de rénovation urbaine qui est déjà un peu entamé dans son programme, qui consiste en la destruction de 3 tours et d'un bâtiment, donc une forme de sacrifice du logement social, et contre lequel nous, certains habitants, on essaie de s'opposer. Car on considère que la crise économique que nous traversons, écologique surtout, etc., le contexte, la conjoncture nationale et internationale font que les choses sont compliquées, que le droit au logement reste fondamental. Et donc voilà. Dans cette petite vidéo, j'ai essayé de montrer un parcours qui est le mien assez souvent, qui est donc
à partir du tram qui est au pied du quartier, donc qui est parfaitement desservi, donc il ne s'agit pas d'un ghetto. Et encore moins d'un ghetto, puisqu'en fait, il y a plus de 40 nationalités dans ce quartier, donc il y a déjà de la mixité. Bon, la mixité sociale, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il est très compliqué. C'est toujours un sujet controversé. Mais en tout cas, Quartier de demain est concerné par ce quartier. Et ça a été un grand réconfort parce que lorsqu'il y a eu la rencontre avec les équipes d'architectes et tout ça, il y a eu une résonance, une adéquation, un écho hyper favorable aux idées que j'avais, que nous avions avec pas mal d'habitants. Et ça fait vachement plaisir de sentir qu'il y a des gens qui pensent les choses à la façon dont on devrait les penser aujourd'hui au XXIe siècle. Parce que nous ouvrons une ère nouvelle, avec des enjeux des grandes thématiques que j'ai citées tout à l'heure. Donc ça a été très rassurant, très réconfortant. Vous nous avez montré une photo de l'intérieur de votre appartement. Oui. Ça, c'était important. Vous avez même, la dernière fois, à Pessac, fait visiter, vous avez embarqué toute une bande de... Tout à fait. Ben oui, il m'a semblé que c'était important qu'ils voient ça directement. Des fois, ça vaut 1000 discours, le fait d'être sur place et de voir et d'expérimenter un lieu. Donc ça raconte beaucoup de choses. Et j'ai vu leur réaction. Je ne m'étais pas trompé. Je savais que la valeur du logement et la qualité de ces logements était évidente et qu'il fallait vraiment la partager avec eux. Voilà. Ok. Sébastien, qu'est-ce que vous avez sous votre chaise ? Je vais vous... En fait, j'ai ramené mon goûter de 10 heures. Ok. Ouvrez. Je vais le montrer. En montrer. fait, quand on m'a demandé ce qui pouvait représenter mon expérience vis-à-vis de l'espace qui est concerné par Quartier de demain, parce que là, nous, on ne parle pas d'habitat. À Colmar, on parle du réaménagement de la plaine Pasteur. Et ce qui ressortait véritablement des expériences, c'était de se dire, pour moi surtout, c'est de dire la plaine Pasteur, c'est un donut en fait. Voilà, c'est un donut pour les gens qui sont au fond de la salle. C'est de dire qu'est-ce qui se passe d'important, c'est autour, quoi. Au milieu, c'est du vide. Aujourd'hui, le quartier, la plaine. les choses importantes. Alors je vais pas le garder trop longtemps dans la main parce qu'il va fondre. Je vais plein de chocolat. Il y en a 3, merci Camille. Et en fait, voilà. Et moi, au cours des discussions avec les équipes d'architectes et puis le jury de Quartier de demain, ça ressortait souvent, quoi, de dire il se passe rien, c'est dommage. Et puis là, je rejoins un peu. On a eu l'expérience de voir le site d'en haut. Ce qui se passe, c'est que d'en haut, nous, on voit aussi les Vosges, on voit d'autres paysages. Et ce qui se passe là, dans cette plaine vide, c'était moyennement intéressant. Mais je pense que globalement, on ne pouvait pas se limiter à ça. Et donc, en cherchant un peu et dans les discussions, là, il faut, sur les images qui apparaissent sur l'écran, il faudrait un peu le prendre à rebours. C'est de dire, aujourd'hui, on a un bout de sentier qui est sur la partie sud. Là, si on regarde l'image du bas, qui traverse en diagonale l'espace. Depuis toujours. Et depuis toujours. Mais quand on regarde la photo aujourd'hui, on ne sait pas que c'est depuis toujours. La réflexion, c'était, tiens, il y a l'immeuble de la Rotonde, qui est une grande tour à l'angle sud-ouest, et l'hôpital qui est plus haut, à l'opposé. Et on s'est dit, ça, c'était le sentier qui permettait de relier les habitants de la Rotonde, qui étaient principalement du personnel de l'hôpital, et l'hôpital. Et en fait, c'était beaucoup plus vieux que ça. En remontant un peu, aujourd'hui, c'est quelque chose d'impossible. C'est un peu le donut, c'est de dire, on reste dans la périphérie et l'espace, il est très cloisonné, on ne peut pas le traverser. Et dans le symbole, aujourd'hui, on bute sur des limites, sur des parkings, qu'on ne peut même pas traverser, quoi, des clôtures. Et en remontant le temps,
parce que c'était de ça dont il était question, on se rend compte que, effectivement, à un moment donné, on pouvait avoir la liaison entre cette tour et l'hôpital. Et puis, à partir de 1956, sur les photos aériennes, on se rend compte qu'il n'y avait pas la tour, mais que le sentier, il existait déjà. Donc on reliait pas la tour à l'hôpital. Et en remontant encore, on se rend compte que il n'y avait pas l'hôpital, il n'y avait pas la tour, mais ce sentier, il existait déjà. Et aujourd'hui, il ne sert à rien, et pourtant, il est là depuis, a priori, toujours, puisqu'en 1760, sur les cartes, il y était aussi. Donc, pour le symbole, c'est de dire, cette ligne, elle a certainement son importance, et on ne le verra pas là, mais moi, je me suis amusé à faire le tour du monde avec cette ligne. J'ai essayé de la prolonger, et puis on peut trouver des symboles un peu partout en traversant le centre de l'Europe exactement. Je sais pas, Darwin en Australie pour parler de la biodiversité, l'Amazonie et le centre de la France. En fait, c'est tout ça pour dire ça va être un parc emblématique où on veut rassembler les gens. Si on se limite aux frontières qu'on a actuellement, on va tourner en rond. On profitera peut-être de ce qui se passe dans le donut, ça sera très bon, mais au centre, on va faire un trou. Donc ça sera le point de départ pour imaginer ce grand parc. Voilà, et je pense que le quartier Europe, il a bénéficié depuis, moi ça fait 25 ans que j'y habite, il a été transformé au fur et à mesure. Il y a eu des démolitions de tours, il y a eu des réhabilitations aussi. Ça a vraiment bougé. Quand je m'y suis installé, vraiment, on avait l'image, voilà, on disait c'est la ZUP, voilà, on était réducteur dans le discours. Moi, j'y habite, j'ai ma famille, maintenant j'y travaille même, au cœur du quartier. Et en fait, voilà, c'est quelque chose de vivant. On voit qu'il y a plein d'identités différentes. Et je pense que c'est pas la cerise sur le gâteau, mais il faudrait que ça soit le remplissage du donut, quoi. Est-ce que Kader de Marseille a fini par trouver Merci. Ça, c'est des gens qui aiment le donut. Oui, on partagera. Est-ce que Kader a trouvé un micro? Kader, vous nous avez apporté une paire de gants dont vous m'avez parlé au téléphone. Ouais. Marche. Ouais. C'est le premier jour où j'ai travaillé aux ruches. Je ne pouvais pas envoyer les mains vu que c'est dégueulasse. Donc j'ai pris mes gants de moto et j'ai travaillé avec. Et là, vous faites montrer un bâtiment où il y a 2 bâtiments collés. Et c'est l'espace de jeu des petits. Ils jouent au ballon ici. Ils font la peinture. On fait un atelier de peinture. Vous voyez la bâche. C'est pas mon quartier. Je suis tout nouveau. Je travaille dans le quartier, mais c'est nouveau et c'est pas mon métier. Donc je vais vous laisser parler avec Guy. Peut-être on peut dire quand même que vous avez apporté les gants parce que, en fait, tous ces espaces qu'on a vus, là, dans le film, c'est une décharge. C'est une grosse décharge. Ils font des feux, ils font le cuivre, ils font les pneus, c'est une décharge à ciel ouvert. Mais il faut voir. J'ai apporté quelques photos. Il faut voir. Alors on ira voir. Merci. Merci beaucoup. Ah, est-ce que... Ok, allez-y. Je vous écoute. Bon, bonjour. Moi je suis habitant du quartier depuis très longtemps. J'ai vu construire ces immeubles-là. Et en fait, c'est un peu les stigmates de ce qui reste d'un quartier qui a été complètement détruit il y a 3 ans en arrière, et qui s'appelait le quartier du Petit Séminaire. Le quartier du Petit Séminaire à Marseille est assez emblématique de plusieurs stigmates, on va dire. Quartier qui a été rénové, qui a subi la première rénovation en France dans fin des années 70, début des années 80, et qui s'est faite vraiment avec la participation des habitants. Donc quand on parle de participation, pourquoi essayer de chercher quelque chose qu'on avait déjà il y a 40 ans en arrière? Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire
dès le départ dans ce quartier qui a été complètement laissé à l'abandon pendant 40 ans, mais alors dans un abandon, ici c'est rien comparativement à ce que c'était que le petit séminaire. Le petit séminaire était une décharge à ciel ouvert, décharge sociale, décharge sanitaire et décharge sécuritaire. Un trafic de drogue très très intense, très important. Il n'y a jamais eu de règlement de compte, contrairement aux autres quartiers de Marseille. C'est un quartier aussi qui a subi, on va dire, des vagues de migrants qui ont malheureusement dû squatter dans ces immeubles qui étaient complètement pourris. Donc ils ont décidé à un moment donné de détruire, mais ils en avaient l'intention de plus belle lurette. J'ai envie juste de vous poser la question, puisque vous avez déjà vécu une expérience de co-construction dans les années 80. Qu'est-ce qui est différent là, aujourd'hui, alors, le quartier de demain? Alors nous sommes dans deux perspectives complètement différentes. C'est-à-dire que là, à cette époque-là, c'était vraiment de la rénovation, parce que c'était un quartier qui était assez touché par, assez dégradé. par la dégradation. Bon, après, pendant 40 ans, c'est plus que de la dégradation, ça a été vraiment de l'abandon. Moi, j'ai appelé ça vraiment un déshonneur national, parce que ça, les personnes ont vécu un enfer pendant tant d'années, pendant des décennies. Et aujourd'hui, bon, ce qu'il en reste, il y a des stigmates toujours, pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une décharge à ciel ouvert, comme l'a dit Kader. C'est inimaginable. On peut pas concevoir aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une ville comme Marseille, qu'on puisse vivre dans des conditions sanitaires comme celles auxquelles on est confronté. Bon, après, c'est vrai qu'on a des gens qui, malheureusement, font preuve d'un incivisme qui est pas maîtrisable. Hier, vous nous disiez, je ne partirai pour rien au monde. Eh ben oui. Et je partirai je partirai pas, d'ailleurs, vous nous avez dit. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez tous en commun, d'être extrêmement attachés à vos quartiers. Et surtout, c'est toujours très décalé avec l'image que ces quartiers ont dans toutes les villes où vous résidez. Mireille, vous nous avez apporté, merci beaucoup Guy, vous nous avez apporté vous êtes sur les hauteurs de Sedan, dans une résidence des années 70, merci beaucoup, qui a mauvaise réputation à Sedan, puisqu'on parle, quand on est dans la ville, les gens nous disent « Ah oui, la verrue là-haut, sur les remparts ». Et vous m'avez dit « Mais moi, je vais vous faire une photo de ma fenêtre ». Vous habitez à quel étage, Mireille? J'habite au 9e étage. Approchez de moi. J'habite au 9e étage. Donc là, ce sont des vues que j'ai de ma cuisine et de mon balcon. Et on peut voir qu'aux alentours, quand on est à la fenêtre, c'est pas du tout un paysage. C'est vraiment très vert et on est vraiment très bien installé pour avoir. On n'a pas des vues comme ça du centre de Sedan. C'est pour ça que c'est vrai que les gens de Sedan Centre disent que les tours sont des verrues parce que c'est bâti sur des remparts et que ça fait un peu bizarre. Mais bon, il faut les aménager pour qu'elles passent dans le paysage. Il faut faire un parc, il faut faire quelque chose. Mais au niveau de la vue, personne n'a de vue comme la nôtre, quoi. Vous avez dit, j'étais là à la commission de dialogue, vous avez pris la parole pour dire moi j'ai grandi à la campagne. Oui. Et dans ces tours, je suis à la campagne. Bah oui, exactement. Ça fait 49 ans que je suis dans les tours et ça fait 49 ans que je vis dans la végétation et dans la nature. Moi, je fais 500 mètres et au-dessus de chez moi, je suis en forêt. Et le matin, vous entendez les oiseaux? Et le matin, quand je bois mon café à la fenêtre, j'entends les oiseaux, oui. Il y a comme ça, quand même, toute cette réputation, c'est assez contre-intuitif, mais vous avez tous parlé, les uns et les autres, du fait que vos quartiers étaient extrêmement verts. Les équipes ont beaucoup souligné ça, que peut-être ça sera les endroits où ça sera un refuge climatique à l'avenir, ces grands ensembles. Ah oui. Il faut faire des parcs comme ça, avec beaucoup d'arbres, beaucoup de végétation, et puis il faut surtout pas les supprimer, quoi. C'est vrai que c'est bâti sur les remparts du château et que bon, ça rentre pas dans le paysage, mais on peut améliorer pour que ça rentre, végétaliser les tours ou mettre beaucoup de verdure autour, et je pense que ça passera. Et nous, habitants, on veut surtout pas quitter cet endroit. Moi, j'ai pas envie d'habiter dans le centre de Sedan pour boire mon café en face de la fenêtre de ma voisine, quoi. C'est pas. Je préfère. Et quand il fait soleil, je descends sur le parking pour profiter. Dans le centre de Sedan, on ne peut pas faire ça. Je ne vais pas prendre ma chaise et puis m'installer sur le trottoir. C'est pas possible.
Et demain, peut-être, vous descendrez, là, on voit le parking, et ça sera plus un parking. Oui, ouais. Mona, vous concluez cette série de témoignages. Quand je vous ai appelé, vous m'avez dit « Ah non, mais moi, je ne peux pas monter toute seule sur scène. Il faut qu'on soit au moins 3. C'est un collectif hyper puissant. » J'ai dit « Bon, ok, il va falloir quand même accepter un petit peu de représentation. » Donc, vous représentez ce jury citoyen de Sedan. Vous nous avez apporté la photo d'un sac. C'est quoi, ça ? Alors, c'est un sac, un tote bag, là, puisque c'est les termes aujourd'hui modernes et qui vont bien. Donc, ça correspond en fait à une symbolique dont a voulu se doter le jury citoyen de l'ODEV. On avait besoin de se construire notre identité. C'est le tote bag du jury citoyen de l'ODEV, de Quartier de Demain, QDB. Voilà, c'est-à-dire que Attention, il y a le logo a été Vous mettez créé... la pression à tous les autres jurys, là. Le logo a été créé par un membre du jury citoyen qui est professeur de design dans le lycée Valo de l'ODEV. Donc on l'a sollicité parce qu'on avait besoin, on a ressenti le besoin à un moment donné, comme on produisait beaucoup d'écrits. On a eu besoin d'identifier finalement nos écrits, puisque l'un de nos membres du jury citoyen disait « Mais on produit de l'écrit, moi je ne sais plus si c'est des documents officiels ou si c'est des documents produits par les uns et les autres. » Parce qu'on avait poussé assez loin et le formalisme et la qualité du contenu. Et du coup, on s'est dit, bon, on va estampiller nos documents, on va les tamponner. Comme ça, vous pouvez les transporter, là ? On les transporte et je les porte. C'est-à-dire que je me suis même construite un vêtement aux couleurs de l'ODEV, c'est-à-dire en fait les couleurs de notre jury citoyen, les rivières, le bleu des rivières et puis le vert, les berges, puisque c'est le sujet de notre projet de quartier de demain pour la ville. C'est l'aménagement des berges. Et puis en option, nous avons une salle de spectacle. Mais vraiment le cœur du projet, ce sont ces rivières. On en a deux. On a la chance d'avoir la Lergue et puis la Soulondre qui vient rejoindre la Lergue à un endroit de la ville au sud du centre-ville, à ce qu'on appelle la confluence. Et d'ailleurs, en regardant ce logo et en préparant un petit peu notre intervention, je me disais finalement que la rivière et puis les berges avancent comme pour croquer finalement quartier de demain. Et ça m'a fait penser au fait que finalement la nature, eh bien, quelles que soient les œuvres que puissent produire nous pauvres humains, va à un moment donné se réapproprier ce que l'on va peut-être créer. Alors je le dis aussi parce que on a été confronté à des épisodes d'inondation, notamment en 2015. Donc la rivière, c'est elle qui commande quand même si on essaye de la contraindre ou de la maîtriser. Et puis des séquences aussi de sécheresse. Donc pour nous, la dimension du climat, du changement climatique, a quand même une importance considérable dans ce que on attend aussi des concepteurs. Parce qu'on a bien conscience que ce travail que l'on fait aujourd'hui, comme on est vraiment touché par le climat, eh bien c'est surtout pour les générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants, et d'où l'importance aussi qu'on a mis l'énergie avec InVivo et les partenaires de ce projet à faire intervenir aussi les enfants, puisqu'il y a eu des interventions aussi bien dans les écoles primaires que lycées et que classes supérieures voilà. Donc ça, c'est aussi cette motivation-là qui nous rassemble. Alors, on parlait de collectif là, pour le jury citoyen. C'est vrai qu'on avait même envie de venir à 3. Là, on est 8 aujourd'hui. S'ils ont envie de venir défiler, de me rejoindre, ce serait bien confortable. Ils vont peut-être pas tout de suite, mais voilà. Vous disiez aussi qu'il se trouve que dans votre jury, il y a beaucoup de compétences techniques, on va dire, parce qu'il y a des intelligences partout, il y a des savoirs partout, mais et que vous vous êtes posé la question de comment on co-construit et jusqu'où. Enfin, ça a été déjà soulevé hier avec Nora Hamadi. Bien sûr. Et votre élu. Qu'est-ce que vous en tirez jusqu'à présent ? Qu'est-ce que, selon vous, il faut pour que cette co-construction fonctionne ? Vous me disiez, il faut énormément de respect mutuel, faire confiance aux concepteurs, accepter que les projets bougent.
Alors, il y a l'image là que l'on aperçoit, enfin 2 photos, pardon, qui sont les photos actuelles de la Lergue avec des gués. Sur la photo du bas, on aperçoit un gué qui a été fait en béton pour permettre de relier les berges. Ce sont des gués donc, qui sont parfois submergés par l'eau, puisque l'idée c'est aussi de laisser l'eau passer par en dessous et par au-dessus. Avec en fond, on voit bien qu'on est dans un paysage tout à fait exceptionnel, une nature formidable. Et au-dessus, on retrouve ce qu'on aperçoit d'une friche industrielle, mais d'un petit peu plus près, qui aujourd'hui est occupée par les services techniques de la ville et puis les services des eaux de la communauté de communes. Et donc, ce qui nous a, je dirais, rassemblés, ce sont des compétences qu'on possède au sein du jury citoyen de façon assez inattendue, puisque comme partout, on n'a eu que 8 jours pour candidater et on se retrouve avec je dirais, un fourmillement de compétences, de vécus assez exceptionnel. On a quand même 6 architectes dans le jury citoyen. 6 architectes dans le jury 6 citoyen. architectes. On a des compétences... 4e équipe de concepteurs. Voilà. Donc, ça veut dire aussi que toutes ces compétences qu'on a, il y a le président de l'association de la pêche, on a une association assez puissante, Œuvre d'eau, qui fait beaucoup d'animations, la fête des rivières, etc. On a des associations sur le champ social, d'intégration, etc. Donc du coup, on brasse en fait depuis le début des énergies qui sont déjà structurées, soit autour d'un métier, soit autour d'organisations associatives. Donc ce brassage, eh bien, il a fallu aussi à la fois le faire vivre, mais aussi le réguler pour qu'à un moment donné, cette capacité à co-construire puisse se mettre en œuvre. Alors, quand je dis co-construire, ça veut dire que on a des choses à dire, on a des choses à proposer, on a des points de vigilance. Comment c'est institutionnalisé, comment ça remonte, comment c'est pris en compte. Et à chaque fois qu'on a voulu s'exprimer, c'était la question, quel est notre rôle? Donc on a replongé dans les documents, quelles sont nos limites, quelles sont ce qu'on a le droit de faire. Il y a eu la confidentialité. Et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu avec un sentiment d'être pris en étau, mais jusqu'où on peut aller et en même temps respecter aussi les missions et prérogatives qui sont celles des autres, représentations, bien sûr l'État, bien sûr la municipalité et bien sûr nos équipes de concepteurs que je salue au passage, qui sont absolument à l'écoute et formidables. Ce que j'entends, c'est qu'en tout cas, on est en pleine expérimentation. Oui. Donc il va falloir transmettre tout ce que vous avez fait, vos réflexions, à l'équipe de Quartier de Demain. Alors, construire, du coup, par rapport à ce qu'on a vécu hier de la pièce de théâtre, je voulais reboucler un petit peu là-dessus, parce que la co-construction, à mon sens, là, c'est vraiment une réflexion personnelle, c'est vraiment à condition de considérer que chacune des parties, des acteurs, soit à égalité dans ce mouvement de co-construction, et aussi de partage des responsabilités. On a tous une responsabilité dans l'action qui est la nôtre, dans notre rôle. Et alors j'entendais un élu hier qui disait oui, mais au final, ceux qui décident, nous qui allons arbitrer. Ceux qui décident, c'est l'équipe municipale parce que c'est nous qui aurons la responsabilité. Voilà, j'ai réfléchi cette nuit, mais non, c'est tout le monde. Ce sera l'équipe conceptrice qui aura été in fine choisie, mais celles aussi qui n'auront pas été retenues parce qu'elles auront fabriqué quand même le résultat aussi. Ce sera aussi les jurys citoyens parce qu'ils y auront mis leur marque, leur énergie. Donc la responsabilité, elle est partagée. Voilà. En tout cas, on peut dire que vous êtes pionniers. Enfin, je vous voyais tous acquiescer à ce que disait Mona. Vous êtes pionniers et l'idée, ça va être de récolter toutes ces expériences et d'en faire quelque chose justement de peut-être institutionnalisé. On va demander à tous les jurés présents de monter sur scène. Non, finalement non. Je donne la parole à Céline. Merci Camille, merci à tous. En fait, merci, on peut les applaudir vraiment. Merci d'avoir joué le jeu.